choses qui nous permettent d'avoir des résultats. Et si quelqu'un pense que c'est possible d'avoir des résultats en faisant des choses différemment, c'est qu'il est au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, on va véritablement parler de comment s'organiser. Je vais voir avec vous vraiment 8 clés, si on y arrive, bien sûr. Ah, grande réalisation, merci. On va voir vraiment comment s'organiser, comment travailler vraiment à pouvoir mieux s'organiser pour qu'au final, voilà, on ne se retrouve pas d'année en année avec les mêmes projets qu'on traîne dans le carton. Et quand le voisin réalise nos projets, on dit, c'était mon idée. Oui, c'était ton idée. C'était ton idée. Et tu avais la possibilité de pouvoir réaliser cette idée bien avant que l'autre puisse le réaliser, mais tu ne l'as pas fait. Je vais raconter une histoire. Elle est vraie, hein? Quand j'ai sorti mon livre sur la puissance du service, il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que tu sais que il y a quelqu'un que tu connais qui écrivait le même livre sur la même thématique, sauf que j'avais jamais échangé avec la personne sur le fait que la personne écrivait un livre. Je savais qu'elle écrivait, je pense, je ne me rappelle plus trop, mais je savais même pas c'était quoi la thématique. Je savais pas que c'était un sujet semblable. Je savais même pas que c'était le même livre, je pense. Jusqu'à ce que mon livre sorte et que la personne se rend compte en fait qu'elle avait reçu l'idée bien avant moi, ou en tout cas le titre de ce livre bien avant moi. C'est juste pour vous dire en fait que parfois quand on transporte des projets et qu'on traîne avec, on ne se rend pas compte en fait que c'est vraiment, c'est vraiment des opportunités que Dieu nous donne et quand on ne sait pas les saisir ou quand on ne les saisit pas, bah, ça va pas s'arrêter à nous en fait. Ça ne va pas s'arrêter à nous. D'autres personnes vont prendre cette opportunité-là, d'autres personnes vont accomplir ce projet qu'on a à cœur de faire. Et simplement, au final, on va se retrouver avec des projets non accomplis. On va se retrouver avec des choses non réalisées qu'on aurait pu, bien évidemment, faire parce qu'on a reçu ça en avant. Donc, quand vous avez un projet et que vous ne réalisez pas, en fait, Dieu ne vous donne pas ce projet à vous seul, right? Ce projet, ce n'est pas pour vous seul. Donc, si vous ne voulez pas le faire ou si vous ne le faites pas durant un certain moment, vous allez vous rendre compte qu'il y a une autre personne qui a eu la même idée. Il y a une autre personne qui a eu ce même projet. Et cette personne, parce qu'elle s'est juste levée quand elle a eu ce projet, parce qu'elle a juste eu à cœur de le faire, parce qu'elle a juste décidé que voilà, c'est l'idée que j'ai eue et je la mets en exécution. Elle est très loin, en fait. Et quand vous vous levez 10 ans plus tard, vous vous rendez compte que la personne est super loin, la personne à avancer et vous commencez à dire, oh, si j'avais commencé 10 années plus tard. Donc, on veut vraiment tuer ces regrets. On veut vraiment ne plus jamais avoir ces regrets. On veut vraiment détruire toutes ces barrières de regrets qu'on a à répétition, qui nous fait perdre du temps, qui nous empêche de réaliser nos projets, qui nous empêche en fait véritablement même de changer de cap financier, right? Parce que derrière un projet se cachent aussi des sources financières. Un projet qui marche bien, c'est une bénédiction. Et financièrement aussi, d'accord? Et en plus, je trouve que la plus grande récompense derrière chaque projet, c'est que ça va au-delà de vous. Il ne s'agit pas que de vous quand vous avez un projet, vous savez, ça va au-delà des vies. Quand vous écrivez un livre, ça va au-delà de vous, en fait. C'est des vies qui sont touchées, c'est des vies qui sont impactées, donc ça va au-delà de vous. Chaque projet que vous transportez, ne vous dites pas juste, oui, c'est mon projet. Non, c'est ton projet, hein, mais dans ce projet-là, il y a beaucoup de vies, en fait, qui sont en jeu. Il y a beaucoup de personnes, en fait, que ça doit transformer, impacter, en fait, propulser. Donc, chaque projet que tu transportes, tu n'as pas le droit de te dire, j'ai encore du temps. Tu n'as pas le droit de te dire, je peux encore attendre cette année alors que tu l'as reçu. Comment ça fait quelque chose? Comment ça fait quelque chose? Et on va voir comment s'organiser justement pour faire ce pas-là, pour commencer à faire ce petit pas. Même voilà, comme la fourmi commence à faire de petites choses, mais même on dit d'apprendre de la fourmi, en fait. Apprenez de la fourmi parce qu'elle elle est tellement sage. Elle est aussi petite sur sa taille, mais elle a une sagesse extraordinaire. Elle prépare en été, elle prépare sa nourriture, right? Parce qu'elle sait qu'il y a un temps qui va arriver où peut-être elle ne pourra plus le faire. Donc, chaque projet que tu transportes, chaque projet que tu as, je t'assure, c'est des vies qui sont derrière ce projet. Si tu réalises que ce sont des vies qui sont derrière ce projet, tu n'as pas le droit de gaspiller ce temps. Tu n'as pas le droit de t'asseoir et de te dire que derrière ce projet, il y a 100 000, 200 000 personnes qui, en fait, dont les vies doivent être transformées, mais ça fait 3, 4, 35 ans que tu dors sur ce projet et rien n'avance. Non, un projet, ce n'est pas que pour toi. Un projet, parfois, c'est pour ta famille, c'est pour tes enfants, c'est pour des générations après toi, c'est pour ta nation. Ce n'est pas que pour toi.
ce n'est pas que pour toi. Ce n'est pas que pour toi. D'accord? Un projet, ce n'est pas que pour toi. On va voir quelques clés. J'en ai noté 8 et si vraiment le temps nous permet, on touchera toutes ces 8 clés. Sinon, on en touchera d'autres au challenge qui commence demain. On a le challenge qui commence 3 jours de challenge demain. Si tu ne t'es pas encore inscrit, si tu n'es pas encore dans le groupe privé, si tu n'as pas encore reçu le lien, s'il te plaît, mets dans ce chat le mot lien et on va t'envoyer le lien d'inscription. Mets dans ce chat le mot lien et on va t'envoyer le lien d'inscription. Tu pourras accéder à ce challenge. Je t'assure, c'est 3 jours qui vont changer drastiquement ta façon d'utiliser ton temps. Quand tu vas comprendre les vérités qui se cachent derrière le temps, plus jamais tu ne gaspilleras ton temps comme tu le fais maintenant. Plus jamais tu ne vas différer tes projets, c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il y aura une véritable transformation et je veux que plusieurs personnes assistent à ce temps. Parce que souvent, les gens se disent, « Oh, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez d'argent. » En fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que tu es en train de dire aussi quelque part, je gère mal mon temps. Je gère mal mon temps ou je ne gère pas encore mon temps de façon optimale. Parce que le temps dépasse l'argent. On peut travailler de l'argent, mais le temps, quand il est passé, c'est fini. On ne peut pas le rattraper. Je suis Amélie, je suis spécialiste en gestion des finances personnelles et en structuration des projets. Bienvenue sur notre plateforme HBIS. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également nous suivre actuellement sur Instagram, YouTube et TikTok en plus de Facebook. Donc aujourd'hui, notre thématique porte sur comment s'organiser pour mieux gérer son temps. Comment s'organiser? Comment s'organiser pour mieux gérer son temps? Que quelqu'un dit cette année, je m'organise. Que cette année, je m'organise. Que quelqu'un mette dans le chat, je m'organise cette année. Je veux. Vous savez, la vie dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Quand je vous dis de mettre des trucs dans le chat, c'est une façon de dire, c'est ma décision pour cette année. C'est ce que je veux voir cette année. C'est ce que je déclare pour cette année et c'est ce qui va se réaliser cette année. Right? Donc, on va mettre dans le chat, je m'organise cette année parce que j'ai beaucoup de projets et je veux plus voir ces projets traîner. Je veux plus voir ces projets traîner. Merci, Blessing. Je m'organise cette année. C'est une décision qu'on va prendre. Être organisé, c'est une décision. Mieux gérer son temps, c'est une décision. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments sur lesquels on peut clairement avoir une marge de manœuvre pour corriger ces événements-là. Je m'organise cette année. Moi-même, je le dis, je m'organise cette année, right? Parce que j'ai des objectifs à atteindre et mes objectifs sont tellement grands qu'il faut que je m'organise. Il faut que je m'organise. Il faut que je gagne le pari de m'organiser de plus en plus, de mieux en mieux, chaque jour. Chaque jour, c'est un challenge pour que je progresse. Parce que chaque jour, quand tu vas progresser dans l'organisation, tu vas accroître le nombre de choses que tu peux faire. Donc, tu vas gagner en productivité. D'accord? Tu vas gagner en productivité. Merci. On va commencer par définir un peu c'est quoi bien gérer son temps. C'est quoi correctement gérer son temps. En fait, bien gérer son temps revient simplement à gérer son temps pour atteindre des objectifs précis, en fait. Une bonne gestion du temps, c'est quand je mets mon temps à disposition pour faire des choses qui me permettent de toucher les objectifs que je me suis fixés. Clairement, c'est ça. Et c'est vrai que les gens, on a tendance à banaliser cette notion de bien gérer le temps. Je vous en supplie. Quand vous allez comprendre que la première richesse que vous avez entre vos mains, ce n'est pas l'argent, mais c'est le temps dont vous disposez, vous allez comprendre bien ou exactement ce que je suis en train de vous dire. Beaucoup disent, je n'ai pas d'argent. L'argent n'est pas le problème. Comment est-ce que tu utilises ton temps? Parce que l'argent, c'est la combinaison de 2 facteurs, le temps et la connaissance. Ce que tu sais et que tu mets en pratique, au bout d'un moment, ça va te permettre de générer de l'argent. Donc, le temps que tu as à disposition, c'est déjà la première richesse que tu as. C'est déjà l'une des richesses les plus importantes que tu as à ta disposition. Et elle est équitable. Tout le monde a 24 heures dans une journée. Donc, tu ne peux pas dire que quelqu'un te dépasse, en fait. Sur ce coup, au moins, Dieu est juste, en fait. Il nous a donné le temps de façon équitable. Moi, j'ai le même temps que toi, en fait. Personne n'a 26 heures dans une journée. Et même si on avait 48 heures, je ne sais pas si on aurait fait mieux, en fait, parce que quand on regarde sur 2, 3, 4, 5 jours, on n'a pas fait grand-chose. Bah, ça veut dire que même si nos journées avaient 100 heures, en réalité, on n'aurait pas fait grand-chose, right? Donc, tout le monde a une journée qui commence qui a une durée de 24 heures. OK.
Maintenant, quels sont les avantages de bien gérer son temps? Pourquoi est-ce que c'est important de bien gérer son temps? Qu'est-ce que ça nous apporte comme avantage? L'une des premières choses que vous allez voir quand vous allez commencer à améliorer la gestion de votre temps, c'est que vous allez avoir l'impression d'avoir plus de temps. Parfois, on a l'impression qu'on est saturé, on est absorbé, on ne voit jamais le temps comme arriver, on n'a jamais le temps, ça court dans tous les sens. Mais quand vous allez vous poser pour vous organiser, vous aurez l'impression que vous avez plus de temps à disposition. Et si vous avez l'impression que vous avez plus de temps, le deuxième avantage, c'est que vous allez être plus productif parce que ça va vous permettre de dégager le temps pour faire d'autres choses, en fait, ou alors pour aller faire ces choses-là qui dorment. Donc, c'est vraiment des avantages qui sont importants. L'autre avantage, c'est que vous êtes moins stressé. Vous savez, quand vous avez l'impression que vous avez trop de choses à faire, parfois, en fait, ça fait tellement monter le stress qu'au final, vous n'êtes plus efficace dans ce que vous faites. Mieux vous apprenez à gérer votre temps, plus ça va réduire le stress. Plus vous allez être moins stressé tout le temps. Vous allez être moins sous pression, moins sous tension tout le temps. Moi, je sais que les choses de dernière minute là, sincèrement, je tue ça en fait, je combats ça parce que parfois c'est quand c'est limite que je vais me lever pour aller faire, mais c'est pas bien. Pourquoi? Parce que en fait là, ça commence à me stresser et puis j'ai une très petite marge de manœuvre, alors que j'aurais pu le faire avant en fait. Mais comme le temps imparti n'était pas arrivé, j'attends vraiment quand je suis à la limite pour faire les choses. Ça, c'est pas une bonne façon de faire les choses et ça doit changer, right? Donc, ça va réduire le stress en fait. Plus vous vous organisez, moins vous êtes stressé, plus vous allez réduire le stress, plus vous allez réduire la pression que vous avez. OK. L'autre chose également, c'est que ça va vous permettre d'améliorer vos performances. Pourquoi? Parce que quand vous faites déjà quelque chose et que vous arrivez à le faire sur moins de temps, on a vu, vous aurez l'impression d'avoir plus de temps, vous allez être moins stressé. Donc, si j'ai plus de temps, je suis moins stressé, je vais être plus performant. Ça veut dire que je vais pouvoir améliorer les tâches que je fais déjà, je vais pouvoir apprendre de nouvelles choses et je vais pouvoir me perfectionner. Donc, et bien évidemment, ça va vous permettre d'améliorer vos performances. Et la dernière des choses, c'est que vous allez perdre les mauvaises habitudes qui vous empêchent, au final, de bien gérer votre temps. Et c'est même tout le but, en fait, d'apprendre à s'organiser, c'est de perdre ces mauvaises habitudes. C'est de perdre le rester au téléphone pendant 1 heure de temps, étant couché au lit à ne rien faire. C'est de perdre l'habitude de, voilà, on va pas entrer dans tout ce qui fâche, mais c'est ça. C'est de perdre ces habitudes, en fait, ces mauvaises habitudes qui, au final, si vous comptez, je vous assure, nous, les femmes, on peut passer, mine de rien, 10 heures de temps au téléphone. Vous savez que si vous mettez ces 10 heures de temps à profit, juste en éteignant votre téléphone, vous pouvez imaginer ce que vous pouvez faire? Vous n'avez pas idée, en fait. Vous pouvez faire tellement de choses. Tellement de choses. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 techniques qui vont vous aider et qui, moi, personnellement, en tout cas, m'ont énormément aidé quand j'ai commencé à rédiger les livres que j'ai aujourd'hui. Je vous assure, je suis quittée de 0 livre en 4 ou 5 mois à 4 livres écrits avec ces techniques-là. Donc, ce que je vous donne ici, ce n'est pas la blague du tout. C'est vraiment des choses qui vont vous aider. C'est vraiment des choses que si vous mettez en pratique, vous allez vraiment voir des résultats concrets dans la gestion de votre temps. Parce que si je te dis qu'en 4 mois ou en 5 mois, j'ai écrit 5 livres et aujourd'hui, je suis à plus de 11 ouvrages, ce n'est pas la blague. Et ça ne fait pas 1 an, en fait. C'est juste la combinaison de ces choses, de ces petites choses que j'ai mises. Et je vais partager 2 d'entre elles aujourd'hui. 2 qui vont vraiment vous aider, 2 qui vont vraiment vous aider. Et je vous assure, je gère plusieurs entreprises. En plus de la mienne, j'ai au moins 2 structures que j'accompagne. Donc, une quasiment, vraiment, on va dire à presque 50% et une autre à vraiment peut-être 10 ou 15%. Mais c'est quand même un énorme travail en plus de ma propre structure, right? Et en plus de toutes les activités que j'ai. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je fais pas mal de choses. Que Dieu vous bénisse. OK. La première technique que je vais voir avec vous, ça s'appelle le time boxing, d'accord? Je vais vous expliquer en fait ce que cette technique-là, en fait, comment cette technique-là peut vous aider, right? Et en quoi est-ce que cette technique-là peut vraiment vous être bénéfique. Donc, le time boxing, en fait, c'est une technique qui consiste à découper ses tâches en blocs et à attribuer à chaque tâche un bloc de temps. Ça veut dire, par exemple, OK,
quand, par exemple, quand je commence à me poser, par exemple, sur un projet, je vais me donner, par exemple, 2 heures de temps pour rédiger le plan de ce projet. Donc, en 2 heures de temps, je vais m'asseoir et je rédige le plan de ce projet. Après, je vais prendre une pause et je me donne, par exemple, 3 heures de temps pour rédiger, par exemple, une partie des thématiques qui concernent le projet. D'accord? Donc, le fait de découper un grand projet en petites parties et d'allouer un temps à ces parties pour les réaliser, ça s'appelle le time boxing. Et c'est une technique qui va extrêmement vous aider quand vous avez de grands projets. Parce que souvent, quand on a de grands projets, on veut tout faire. Et ça devient improductif. Parfois, quand le projet est très grand, il faut le découper, en fait. Il faut vous dire, OK, c'est comme, vous savez, si vous voulez manger toute une baguette entière, c'est trop grand, en fait. Vous êtes obligé de découper et le manger par bout. Et quand vous mangez par bout, au bout d'un moment, vous voyez que vous avez fini votre baguette, right? C'est exactement comme ça. C'est que quand vous avez un grand projet ou un très grand projet, l'idéal, c'est de le découper, notamment, par exemple, quand vous vous lancez dans tout ce qui est entrepreneuriat, par exemple, tout ce qui est écriture. Voilà. Ce sont des grands projets, en fait. C'est des projets qui peuvent prendre des mois, c'est des projets qui peuvent durer des mois. Et l'idéal pour vous serait vraiment que vous puissiez commencer par le découper en bout. Ça veut dire, OK, quelle est la structure que je dois donner on va dire, à ce projet-là? Où est-ce que je veux aller? Et je m'assois, je fais un plan. Donc, je peux attribuer un temps à ce plan. Après, je vais attribuer un temps peut-être pour la validation du plan, pour en discuter avec des personnes, pour faire des réunions, ainsi de suite. Et après, donc, ça consiste déjà à s'asseoir et se dire, OK, dans ce projet-là, qu'est-ce que je vais faire? Et ensuite, allouer, on va dire, des blocs de temps. Là, ce qui est génial, c'est que quand vous faites des blocs de temps et que vous arrivez à les respecter, vous vous rendez compte que même si vous avez 10 blocs sur un projet et que ça s'étale, par exemple, sur juste un bloc par semaine, en 10 semaines, donc 2 mois et demi, vous allez vous rendre compte que, oh, wow, j'ai fait ce que j'avais à faire, right? Et c'est tout l'intérêt, en fait, de découper par petits blocs les gros projets que vous avez. Ça va vraiment le rendre beaucoup plus digeste. Ça va le rendre beaucoup plus facile. Et ça va vous permettre aussi parfois de... Moi, je sais que c'est un truc... quand j'écris des livres, au début, je veux dire, au début, j'ai pas vraiment besoin d'envoyer la tête dedans à longueur de temps. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'avoir un peu de recul. Quand j'écris un plan, j'ai besoin de le laisser quelques temps et de revenir. Donc, la meilleure technique pour moi, c'est d'appliquer, par exemple, le time boxing où je sais que, OK, je me cale 2 ou 3 heures, je fais une partie et après, je peux revenir, par exemple, quelques temps après, je cale d'autres créneaux et je refais une partie. Pourquoi? Parce que ça me permet de quitter de cette tâche, d'aller faire autre chose, peut-être parfois de l'oublier et de revenir avec beaucoup plus d'objectivité. Donc, c'est une technique qui va vraiment vous aider quand vous avez de gros projets ou quand vous travaillez sur des projets à long terme ou des projets qui s'étalent. Voilà, c'est extrêmement intéressant. Maintenant, la deuxième technique qui va aussi, je pense, vous aider, c'est le time blocking. D'accord? C'est le time blocking. Et cette deuxième technique, en fait, consiste à bloquer sur une période, en fait, toute une période donnée. Donc, en fait, au lieu de bloquer au lieu de faire des blocs, vous allez faire bloquer plutôt des périodes de temps sur lesquelles vous allez vous concentrer sur cette activité-là. Ça veut dire, par exemple, moi, je sais que quand je rédige des livres, en général, quand j'arrive à la fin de mon livre, ce que j'ai besoin de faire, c'est de le relire en entier plusieurs fois. J'ai besoin de le relire plusieurs fois quand il revient de recorrection. J'ai besoin de le relire vraiment de A à Z pour comprendre est-ce que je ne me répète pas, est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui reviennent, est-ce que ça a une logique, est-ce que c'est cohérent. Et donc, j'ai besoin d'appliquer cette technique-là. Ça veut dire que je vais me bloquer peut-être 1 ou 2 semaines où je vais travailler exclusivement sur ce projet-là. Pourquoi? Parce que si je lis une partie et que je saute 1 ou 2 jours et que je reviens, il se peut que quand je m'asseye pour lire, en fait, quand je fais en relecture directe, je me rends compte que je me répète, en fait, ou que je me suis répétée. Donc, vous avez des périodes comme ça, là, en fonction des projets. Par exemple, si vous êtes en train de rédiger un business plan, au début, vous allez glaner les informations à gauche, à droite. Mais à un moment donné, vous serez obligé de vous asseoir et de regarder, est-ce que tout ça est logique? Est-ce que tout ça respecte une cohérence? Est-ce que dans tous les éléments, j'ai pris des choses, ce qu'il fallait en considération? Et pour pour accomplir ce travail, pour réaliser ce travail, vous avez besoin pas de juste mettre des blocs de temps, mais mettre des périodes de temps. Ça veut dire que, voilà, je peux faire du matin jusqu'au soir, c'est vraiment que ça que je vais faire. Pourquoi? Parce que c'est important que ce soit une tâche qui finisse dans cette période de temps-là.
Quand je vois que j'arrive, par exemple, à la date où je me suis fixée pour que, par exemple, le livre sorte, je vais bloquer cette période de temps-là et je vais me concentrer, en fait. Et ça, c'est le time blocking. Donc, je vais bloquer une période pendant laquelle je vais travailler exclusivement sur ce projet-là. Pourquoi? Parce que c'est un projet, un projet qui arrive à son thème, ou alors c'est un projet sur lequel si je le délaisse pour aller faire un autre projet, ça va me demander plus de temps que si je le fais en une fois. Donc, c'est des projets, donc, c'est des différentes phases, c'est deux techniques en fait différentes, mais c'est deux techniques qui vont vraiment vous aider. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a extrêmement aidé dans la rédaction de plusieurs, que ce soit des ouvrages, que ce soit des livres, que ce soit des guides que j'ai écrits. C'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Pourquoi? Parce que à un moment donné, le fait de mettre juste 2 heures, 3 heures, je suis pas assez concentrée et je n'arrive pas à retenir toutes les informations du chapitre 1 quand j'arrive au chapitre 3 ou 4. Je ne me rappelle plus parce que j'ai lu hier, j'ai lu avant-hier, donc je n'ai plus cette fraîcheur ou cette lucidité. Je suis obligée de travailler en continu. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est une technique aussi que vous pourrez mettre dans différents projets que vous réalisez. C'est une technique que vous pourrez utiliser dans d'autres projets que vous réalisez. Là, j'ai juste pris un exemple précis, mais en fonction du projet, c'est des techniques qui vont vraiment vous aider à aller très vite en très peu de temps. Si vous arrivez à véritablement être concentré, vous allez vous rendre compte que ça vous rend très productif, en fait. Si véritablement vous respectez ces temps que vous bloquez ou ces périodes de temps que vous consacrez et que vous ne faites vraiment que ça, vous allez vous rendre compte que ça améliore énormément ou drastiquement votre productivité. Et ça, c'est très intéressant. Ça, c'est véritablement intéressant parce que ça va vous permettre, vous allez voir que les projets que vous traînez pendant du mois, oula, en juste une semaine, le truc est fait. En juste 2 semaines, le truc est fait. Et vous allez vous rendre compte que, OK, là, c'est possible. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment 2 techniques que je voulais partager avec vous. Maintenant, je vais vous laisser quelques astuces qui vont vous aider pour véritablement vous améliorer, quelques astuces que vous devez mettre en pratique, quelques astuces. Je vais vous laisser quelques techniques que vous devez véritablement appliquer. Vous devez véritablement appliquer. La première des choses, je l'ai déjà dit et je le dis encore et encore et encore, faites votre liste de tâches la veille, d'accord? Ne commencez pas votre journée au hasard. Faites votre liste de tâches la veille. Même si c'est les 3 plus grandes tâches importantes que vous pensez, à laquelle vous pensez que demain, c'est des tâches que demain, ça doit être fait, faites-les, notez-les en fait. Et après, relisez vos tâches. Le matin, quand je me lève, je relis mes tâches. D'accord? Je n'écris pas juste pour écrire. Je relis mes tâches. Je relis mes tâches. Ça refixe mes priorités dans ma tête. Ça refixe mes priorités dans la journée. Ça refixe mes priorités pour agir, donc dans les actions que je vais poser. Ça refixe mes priorités aussi par rapport aux sollicitations extérieures que je vais avoir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que vous devez maintenant, quand vous avez écrit tout ça, vous devez structurer, d'accord? Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de lundi, j'ai parlé un peu de la loi de Pareto qui peut vous aider véritablement à aller très, très vite, en fait. Ça veut dire que vous devez comprendre dans cette liste-là, voilà, qu'est-ce qui est prioritaire et quels sont les 20% des choses que si je fais, j'ai fait 80% j'ai touché 80% en fait de mon objectif de la journée. Vous devez les détecter et vous devez réorganiser votre tâche. Maintenant, vous devez également apprendre à déléguer. Beaucoup d'entre nous, on a du mal à déléguer. On a du mal à laisser quelqu'un d'autre faire ce que nous, on pense faire ou ce qu'on pense savoir faire. Parfois, les gens ne feront pas toujours bien du premier coup. Mais il faut accepter que ces personnes vous viennent en aide d'une façon ou d'une autre. Parce que vous ne pourrez pas tout faire. Et seul, vous ne pourrez pas aller loin, aussi loin que vous pouvez quand vous êtes à plusieurs. C'est pour ça que la Bible dit 2 valent mieux qu'un, en fait. Car ils tirent un meilleur salaire, right? Donc, à 2, vous êtes plus fort. Donc, parfois, même si vous n'avez pas la capacité de payer quelqu'un, par exemple, pour nous, les femmes, parfois, vous allez aller au marché. Les légumes que vous achetez, ces légumes-là, donnez peut-être un petit supplément à la dame. Elle est là assise au marché. Peut-être elle a plus de temps que vous. Elle peut les nettoyer pour vous. Elle peut peler les pommes pour vous. Vous n'avez pas besoin de rentrer à la maison, passer 2 heures pour nettoyer les légumes, peler les pommes, alors qu'il y a quelqu'un qui peut le faire à bas coût pour vous et vous gagnez 2 heures de temps quand vous avez un projet. Right? Vous n'avez pas besoin de refaire ce qu'elle peut faire. Quand vous avez des objectifs, en fait, apprenez à déléguer.
des tâches sur lesquelles vous pouvez déléguer, même dans votre travail. Qu'est-ce que vous pouvez déléguer? Sur vos plateformes, dans votre entreprise, qu'est-ce que vous pouvez déléguer? Parfois, vous avez besoin de déléguer pour vous concentrer sur des choses très importantes ou plus importantes pour que ces projets-là sortent. Parce que parfois, quand on est partout en même temps, ça commence à devenir compliqué. Et en tant que jeune entrepreneur, c'est une problématique que beaucoup d'entre nous rencontrent. Parce que parfois, on ne peut pas salarier encore des gens. On n'est pas encore arrivé au niveau où on peut salarier des personnes et on se retrouve à tout faire. Mais parfois, il faut avoir l'humilité de demander à quelqu'un, viens m'aider. J'ai besoin d'aide. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Ou alors, si quelqu'un se propose, ne dis pas, oh non, moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Paye le prix de former la personne, d'être patient envers la personne, de croire en la personne, d'accepter que la personne fasse des erreurs, mais pour que vous puissiez avancer ensemble. Donc, l'autre chose que vous devez faire, c'est que quand vous faites une liste de tâches, vérifiez votre liste de tâches. Parfois, dans la journée, on ne se rappelle plus à 19 heures de ce qu'on avait mis sur sa liste de tâches. Right? Donc, si on l'a fait, ça devient juste une liste de tâches qui va aller de jour en jour, aller de jour en jour, et ce n'est pas le but. Non. Donc, à un moment donné de la journée, je dois me poser et me dire, est-ce que mes tâches sont faites? Est-ce que ce qui est prioritaire dans ma journée est fait? Et ça, vous allez vous rendre compte que c'est hyper, hyper important. Je vais atterrir avec un autre point important, faites des pauses. Dans la gestion du temps, faites des pauses. Vous savez, les pauses, c'est des temps où on peut aller faire du sport, où on peut aller se faire du bien. Faites des pauses, en fait. Ça vous rend plus productif. L'une des pauses que moi, j'aime énormément prendre, c'est faire du sport. Pourquoi? Parce que ça va aérer mon cerveau. Ça va me permettre de libérer les toxines dans mon cerveau. Ça va me permettre de réduire la pression. Ça va me permettre d'être beaucoup plus productif, de pouvoir travailler beaucoup plus longtemps. Ça va mettre mon corps en condition pour travailler beaucoup plus longtemps. Donc, il faut faire des pauses. Ça fait partie de la bonne gestion du temps. Faire du sport, faire des pauses. Et pendant ces pauses-là, c'est pendant ces pauses que vous pourrez répondre au téléphone. C'est pendant ces pauses que vous pouvez appeler une amie. C'est pendant ces pauses que vous pouvez discuter avec des personnes. C'est pendant ces pauses, en fait, que vous pouvez, par exemple, je ne sais pas, aller faire vos courses au supermarché. Bref, transformer ces temps de pause pour faire des activités qui ne sollicitent pas, en fait, énormément. En fait, pour faire des activités qui vous permettent de relâcher la pression et d'être productif sur d'autres tâches, en fait, qui, en temps normal, vous prendrez du temps pour le après. Mais ça ne veut pas dire qu'on prend des pauses tout le temps, non. Ça veut dire que mes pauses, je les calibre, en fait. Je choisis un moment dans la journée où je vais me dire, là, c'est mon temps de pause. Là, c'est le temps où j'alloue 1 heure, 2 heures. La pause, c'est pas, je quitte à midi et puis à 20 heures, je ne suis pas revenue. Non. C'est pas ça, en fait. Donc, c'est vraiment des petites astuces qui vont vous aider. Donc, si vous êtes sur cette plateforme, je le redis encore, le challenge commence demain et pendant le challenge, on va aller beaucoup plus en profondeur. Pendant le challenge, on va toucher beaucoup de choses qui, je pense, vont vous aider. Ne dites pas c'est juste la gestion du temps. Savoir gérer je vous assure, tous les grands leaders de ce monde, ils emploient même des secrétaires pour gérer leur temps. C'est juste pour vous dire combien c'est important. Regardez quand vous arrivez dans le bureau d'un grand patron, il vous envoie chez sa secrétaire. Pourquoi? Parce que c'est elle qui est en charge d'organiser son temps. Mais si ce n'était pas important, pourquoi est-ce qu'il avait payé quelqu'un pour organiser son temps, pour prendre ses rendez-vous, pour s'occuper de son temps? Pourquoi vous ne vous demandez pas pourquoi toutes ces personnes-là ont des personnes qui les aident à gérer leur temps? C'est parce qu'ils ont compris que s'il y a quelqu'un pour organiser, pour structurer ce temps-là, ils sont plus productifs en fait. Ils sont beaucoup plus productifs. Donc, s'il te plaît, invite au moins 5 personnes. Dis-leur demain ne rate pas ce challenge. C'est sur 3 jours, c'est 3 jours seulement. Et pendant ces jours-là, quand tu sors de là, si tu appliques ce que tu reçois, ce que tu as reçu, tu ne peux pas finir cette année sans changer de cap financier. Tu ne peux pas finir cette année sans réaliser, j'ai envie de dire, la moitié de tes projets. Ce n'est pas possible en fait. Tu dois pouvoir le faire. Et si je prends le temps de le faire, c'est véritablement parce que c'est important. C'est important. Et on va y arriver, d'accord? Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, mettez-moi des questions dans le chat si vous avez des questions. Quand on écrit les livres, est-ce qu'on définit le titre au début? Blessing. OK. Alors, je vais y répondre. Je vais partir de moi personnellement. Alors, parfois, j'ai déjà le titre du livre avant de commencer
Alors, je vais juste répondre à la question de Blessing. Quand on écrit les livres, est-ce qu'on définit les titres au début? Alors, parfois, il arrive qu'au début, tu, tu as déjà le titre. Moi, sur d'autres livres, au début, j'avais un titre, en fait. Mais à la fin, quand j'ai fini d'écrire le livre, je n'ai pas totalement changé le titre, mais je l'ai modifié. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que le titre que j'avais au départ ou sur lequel j'étais partie au départ ne traduisait pas bien ou correctement l'idée que j'avais à transmettre dans le livre. Par exemple, je ne sais pas si je l'ai à côté de moi, mon livre, Mes finances personnelles, ma première entreprise. Au départ, je pense qu'il s'appelait, peut-être, je gère mes finances personnelles comme un pro. Mais je me suis rendu compte, en fait, en écrivant le livre, que si la personne comprenait que ses finances personnelles étaient une entreprise et qu'il mettait le même sérieux qu'il mettait en fait quand il allait travailler pour une entreprise, il allait obtenir des résultats extraordinaires, right? Et c'est pour ça que j'ai changé ce titre, en fait. Je me suis dit non, mes finances personnelles, ma première entreprise. Ça veut dire, c'est vraiment là où tu es responsable, en fait, en premier. C'est ta première, en fait, c'est ta première responsabilité. Et c'est ta responsabilité d'ailleurs de gérer cette entreprise parce que au final, c'est toi qui gagnes cet argent et pas quelqu'un d'autre. C'est viré dans ton compte bancaire et pas dans le compte de quelqu'un d'autre. Donc, c'est ton entreprise en fait. C'est ta première entreprise. C'est ton entreprise et tu as intérêt à bien la gérer. Donc, c'était vraiment ça que je me suis dit non, je vais l'appeler plutôt mes finances personnelles, ma première entreprise. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise dont tu es propriétaire sans le savoir parfois. Donc, et parfois, il y a des livres où j'ai commencé à écrire et après, c'est à la fin du livre que en fonction de globalement le contenu du livre, que je me suis posée pour donner un titre. Mais ça, c'est très rare quand même. Je pense que ça, c'est vraiment sur mon dernier livre, Améliore des ventes en 90 jours. Mais sinon, au départ, je pense que pour une bonne partie, en tout cas, au départ, j'avais déjà quand même une idée du titre où j'avais plus ou moins le titre. Mais qu'importe, si tu connais ce sur quoi tu veux écrire, la thématique sur quoi tu vas écrire, même si tu n'as pas de titre, c'est pas grave. Commence à écrire. Et au final, quand tu vas lire ton livre de façon globale, l'idée préliminaire ou l'idée prépondérante qui va te parler et donc tu sauras que ça peut parler aussi aux personnes qui vont lire. Et tu peux aussi tester, hein. Tu peux aussi tester le titre de ton livre, en fait, auprès des gens qui te lisent, auprès de ton auditoire ou auprès des gens que tu connais, pour leur demander, en fait, leur avis. Par exemple, quand tu entends ce titre, à quoi est-ce que ça te fait penser? Et tu vois, ça va te permettre de voir, OK, est-ce que ça reflète clairement le contenu du livre ou le message que je veux faire passer à travers le livre? Si tu as plusieurs personnes que tu interroges et qui te disent quelque chose qui est complètement opposé au contenu de ton livre, ça veut dire que la plupart des personnes, quand ils entendront parler de ton livre, tu devras faire une pédagogie d'explication. Donc, peut-être, il faut reformuler, tu vois, le titre pour que ce soit beaucoup plus digeste ou bien pour que la personne comprenne directement que ça, c'est un livre qui répond à cette thématique-là, si véritablement elle est intéressée par cette thématique. OK. Si après 2 heures, je ne suis pas fixée, j'ai pas pu terminer ce que je dois faire, est-ce que je peux laisser et entamer ce que j'ai programmé pour les prochaines 2 heures pour y revenir? Très, très, très bonne question, Catherine. Merci beaucoup. Alors, l'une des choses que je vais vous recommander de faire, c'est que quand vous commencez une tâche, il faut la terminer. à moins que ce soit dans le cadre d'un projet. Ça veut dire quelque chose que vous ne pouvez pas faire en one shot, d'accord? Quelque chose que vous ne pouvez pas faire d'une fois. Sinon, par exemple, OK, si je dois planifier, par exemple, les titres de ma semaine, par exemple, je prends un exemple, hein, si je dois planifier, par exemple, les titres que je vais aborder en live de ma semaine, si je me dis, OK, j'ai 10 minutes pour le faire, si au bout de 10 minutes, je ne l'ai pas fait, je m'attelle à le finir, quitte à prendre la pause peut-être plus tard ou à réduire le temps de ma pause. Pourquoi? Parce que le fil d'idées que j'ai sur le coup, et quand je dis je vais le faire après, je vous assure, à 80%, c'est très difficile de revenir à terminer cette tâche-là. Donc, si c'est une tâche one shot et que tu as vraiment un pourcentage cohérent, termine-la en fait. Ou si les tâches que tu vas faire par la suite peuvent être décalées, termine cette tâche-là. Au moins, c'est terminé, tu la barres et tu passes à autre chose. Maintenant, si c'est une tâche, par exemple, OK,
je fais un plan, par exemple. Je sais que je ne vais pas l'écrire en 2 heures de fond en comble. OK, là, je peux laisser et je me dis, d'accord, demain, j'ai peut-être 2 autres heures sur cette tâche-là. Donc, je vais me reposer 2 heures sur cette tâche-là et avancer. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Donc, ça dépend en fait de la tâche déjà. Tu vois, Catherine, ça dépend de la tâche. Ça dépend de la priorité aussi que ça a. Ça dépend aussi de l'objectif que cette tâche te permet d'atteindre. Mais dans l'idéal des cas, essaye de la terminer en fait. Quand tu commences une tâche, essaye de la terminer. C'est un peu bizarre, hein? Mais ça rend plus productif quand tu commences une tâche et que tu la termines. Tu vas te rendre compte que tu fais beaucoup de choses quand tu fonctionnes comme ça. Si tu commences en une tâche en te disant je vais terminer, déjà quand quelqu'un va venir te perdre de temps, tu lui dis regarde, je n'ai pas encore fini ce que j'ai à faire, ou bien donne-moi 1 minute, je finis ce que j'ai à faire et je te parle, ou alors je finis ce que j'ai à faire et je reviens vers toi. Ok, je vais voir si j'ai encore d'autres questions. Est-ce que j'ai encore d'autres questions? Ok, j'ai pas d'autres questions. Donc, on se dit à demain à partir de 19 heures. Merci à toi, Catherine. On se dit demain à partir de 19 heures, on partage au maximum. Franchement, j'ai prévu des choses extraordinaires pour ces 3 jours. Donc, s'il vous plaît, invitez vraiment les gens. C'est des petites choses, je vous assure, mais s'il y a 10 ans là, de gérer correctement mon temps, qu'est-ce que je serais loin? Souvent, on se dit ça, qu'est-ce que je serais loin si je n'avais pas perdu tout ce temps? Mais oui, maintenant, on veut éviter que d'autres perdent aussi le temps que nous, on a perdu. On veut qu'ils comprennent que c'est important. On veut qu'ils gagnent ce temps-là. On veut qu'ils fassent les choses différemment. Nous-mêmes, on veut faire les choses différemment. Donc, je compte sur vous. Et demain, vraiment, on va commencer à toucher des choses intéressantes. Je vais également parler de mon tout dernier livre que j'ai écrit qui s'appelle 120 jours pour devenir productif. Donc, ce sera également l'occasion de parler du lancement de ce livre, en fait, de vraiment l'aborder, de voir comment est-ce que ça va vous aider vraiment à pouvoir devenir productif et à gérer correctement votre temps. On en parlera aussi. C'est vraiment un journal de productivité qui va vous aider, je sais pas si voilà, qui va vraiment vous aider à vous améliorer dans la gestion de votre temps. Ok. Voilà, je sais pas. Ok, s'il vous plaît, combien de temps environ par jour le challenge? Normalement, c'est 1 heure. On va essayer de ne pas excéder 1h30 par jour. Donc, on va essayer de faire 1 heure à 1h30 par jour. Donc, priez pour moi que je sois ponctuelle et qu'on commence à l'heure. Je crois que j'enverrai le lien à partir de 18h45 et on essaiera vraiment d'être hyper ponctuel parce que j'ai des engagements aussi derrière. Donc, voilà, on se dit à demain les filles, ou les garçons d'ailleurs, je sais pas, il n'y a pas que des filles sur cette plateforme. Et voilà, par la grâce de Dieu, à demain. Bye. Je vous dis à très bientôt. Demain, on répondra aux questions aussi. Et voilà. Ce sera beaucoup plus interactif. OK. Sur ce, on se dit à demain. N'hésitez pas à nous contacter, à nous laisser des messages si vous avez des questions. On va y répondre.